مرحبا بكم. Pour nous c'est un réel plaisir. Vraiment رانا فرحانين اليوم بزاف باستقبال ابن الشهيد موريس أودان وأيضا رئيس جمعية جوزيت et موريس أودان بيير مونسا، أيضا مؤرخ دكتور في التاريخ وفي علم الأرشيف Christophe Lafaye. Bien évidemment, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous M. Dahoud Qablia, qui est notre mémoire vivante, ancien moujahid, une longue trajectoire dans le combat, l'acte militant, politique, mais aussi dans l'histoire. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous M. Mohamed El-Aïchoubi, dont les analyses sur les grandes questions de l'heure sont comme un phare, une lumière pour nous permettre de mieux comprendre ce monde qui nous entoure. Nous avons aussi le plaisir avec nous d'avoir Maître Fatma Zahra Ben Brahim, avocate, chercheuse en histoire, qui a fait de son engagement militant une démarche scientifique pour éclairer, expliquer avec les outils de la science juridique, des événements qui ont marqué les Algériens et qui nous marquent à ce jour, et que souvent on traduit avec le langage de la passion. Elle introduit de la science, de la technique, et c'est peut-être très très important parce que quand il s'agit de science et de technique et de raisonnement, il y a aussi la démarche apaisée. Symboliquement, je vous ai suivi Pierre Audin, Pierre Monsat et Christophe Lafaye, votre parcours à Alger, à Oran, à Mostaganem, à Constantine. Et je vais vous dire comment j'ai reçu ce périple. C'est un voyage que j'ai compris sous l'angle de l'amitié, de la fraternité, parce que natif de ce pays, vivant de ce pays, travaillant de ce pays qui m'a tout donné, j'ai eu l'impression de le redécouvrir une seconde fois grâce à vous, par des mots simples dans les réseaux sociaux, et c'est des mots qui touchent le cœur, parce que ce sont des mots d'un Algérien, de cœur, et aussi des amis qui parlent, investissent, décortiquent, analysent un pan de notre histoire douloureuse. Il y a quelque temps, j'ai échangé avec M. Christophe Lafaye sur les dossiers, disons secrets, et qui commencent à remonter à la surface. Entre autres, la guerre des grottes. Il avait dit, après sa conférence à Constantine, si je ne m'abuse, ou à Oran, les gens étaient surpris parce qu'ils ignoraient cet épisode tragique, criminel. C'est vrai qu'en Algérie, quand on parle du gazage, ou des crimes, ou des génocides, on parle souvent du début de la colonisation avec les enfumades, du Dahra entre autres. On parle aussi de 8 mai 45. Mais on ne parle presque jamais de ce qu'on appelle maintenant la guerre des grottes. En pleine guerre de libération, il y a eu aussi des sections spéciales, M. Christophe Lafaye va nous en parler, qui ont utilisé des armes interdites, aussi à l'insu des militaires français qui les auraient utilisées avec imprudence. C'est vrai quand j'ai dit à M. Christophe Lafaye que l'objectif de ce gaz était de tuer les combattants de l'ALN et aussi les familles, femmes, enfants, personnes âgées qui étaient dans ces grottes. Il a nuancé mes propos, il a dit en fait ce gaz n'était pas destiné immédiatement à tuer.
Mais il m'a dit aussi que si on les utilise dans un espace clos, bien évidemment, ils deviennent mortels. Et si jamais les combattants de l'ALN sortaient de ces grottes, c'est la mort qui les attendait, parce que ceux qui les attendaient dehors étaient armés au Mayahmouhamch. Donc, quel que soit X, ce gaz menait à la mort. Donc, M. Christophe Lafay va nous parler de cet épisode. Hier, je lui ai parlé de cette terminologie et je crois que Corso va nous faire une communication plus tard sur le mot guerre. C'est vrai qu'en ce moment, comme il y a une réécriture de l'histoire, il y a aussi un travail sur les notions et les concepts. Souvenez-vous, au début de la guerre de libération, comment les médias français, comment la propagande française parlait de ce qui se passait en Algérie. C'était des événements. C'était des bandits. Mais ce n'était jamais des combattants pour un idéal. Il a fallu, je ne sais pas, 40 ans, 45 ans, enfin en 1995, une trentaine d'années, 99, une trentaine d'années après l'indépendance, pour que la France parle de guerre de libération. En 1999, pour ma part, de guerre d'Algérie, oui. Pour ma part, moi je ne parlerai pas de guerre. Je parlerai de révolution. Pourquoi je ne parle pas de guerre? On parle de la bataille d'Alger comme si c'était deux armées, l'une face à l'autre. N'oublions pas, c'était qui cette armée? Sous les ordres de Massu, par exemple. En face, qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont généralisé la torture. Est-ce qu'on fait la guerre à des femmes, à des enfants, à des civils? Ce ne sont pas deux armées l'une face à l'autre. Et je parle de ça parce que de fois on dit oui, bien évidemment, il y a eu des crimes atroces du côté de l'armée coloniale, mais il faudrait aussi dire que de l'autre côté on a commis des meurtres. Est-ce qu'on a demandé à cette armée coloniale de venir? Quelle alternative va-t-on laisser à l'Algérien désarmé, dont on vient de décimer toute sa famille? Quelle alternative va-t-on laisser à un Algérien dont les grands-pères étaient lettrés et qui se retrouve aujourd'hui analphabète, qui se retrouve sireur et dont la mère est appelée Fatma pour être femme de ménage? La guerre est une inhumanité. Elle plonge tout le monde dans un cycle de violence infernale. Mais il faut bien toucher du doigt et parler de l'origine de ce mal. Henri de Monterland, quand il parlait des colonies, il a dit « Toutes les colonies naissent avec la croix de mort sur le front. » Le combat de l'Algérie était juste. Et l'histoire nous a donné raison. Regardez, ils étaient français, ils étaient chrétiens, ils étaient communistes, ils étaient juifs, ils étaient jordaniens, ils étaient égyptiens, marocains, tunisiens, allemands, italiens, espagnols. Ils se sont reconnus dans notre combat. C'est un combat de l'Algérie, de l'Algérien pour l'indépendance, mais qui a touché les gens dont le cœur est ouvert sur les principes universels. Toute personne est née libre et doit jouir de ce droit inaliénable d'être libre. Et c'est pour ça que l'Algérie est fière de compter parmi ses enfants des Algériens de cœur, de papier, qui sont nés peut-être sous d'autres cieux, qui ont une autre religion, partout, mais qui se reconnaissent. Et nous, on leur dit reconnaissance éternelle. Ici, vous êtes chez vous. Pierre Audin, vous êtes algérien. Tout le monde le sait. Vous êtes fils de Chahid. Et ça, c'est écrit sur les tables de l'histoire. Christophe Lafay, dont les parents, lui,
n'a jamais eu de lien avec l'Algérie. Il ne connaît pas ce que c'est que l'atrocité de la guerre. Mais il y a des sciences, il y a des trajectoires. Il y a aussi une sincérité à la fois intellectuelle et scientifique qui nous fait aborder certains sujets. Et on les aborde avec les outils de la science, comme le fait Madame Fatma Zahra Bambraham. On peut parler de l'atrocité, on peut parler des crimes, et on peut s'éloigner du discours de la passion pour l'aborder sous l'angle juridique, sous l'angle de la question chimique. Quand on veut parler de la question du gazage ou des gaz, on peut décortiquer, on peut donner ce que c'est que ce gaz, comme on peut l'aborder du point de vue juridique, comme on peut l'aborder du point de vue économique. Comment un pays aussi riche a été renvoyé au Moyen-Âge dans le tiers-monde. Heureusement, aujourd'hui, l'Algérie est un pays continent. Il est à l'enfance de son existence et, comme je le dis souvent, un enfant, un adolescent, il est convaincu d'être capable de tous les possibles. Et aujourd'hui, nous, Algériens, et aussi avec tous nos amis, où qu'ils se trouvent, de quelque nationalité qu'ils soient, de quelque croyance religieuse ou bord politique qu'ils soient, mis à part le bord que l'on sait, sans nos amis. Voilà ce que je voulais vous dire. Marhaba bikoum. On est très heureux de vous recevoir. Merci d'être là. Et à vous la parole. Je vous laisse la parole. Salam alaikum. Je suis désolé, je ne connais pas grand-chose en arabe, donc je continue en français. Je suis un peu désolé pour le public que je n'arrive pas à voir. Je suppose que vous non plus, vous n'arrivez pas à me voir. Mais je suis... Très bien. Bon, donc vous avez un avantage sur moi. Moi, je ne vois pas. Oh là là. Oh là là. Je suis très impressionné. Je vais me prendre pour une rockstar. Je suis très impressionné aussi tous les jours depuis que la délégation est arrivée ici en Algérie. La délégation de l'association Josette et Maurice Audin. Je suis effectivement impressionné de l'accueil que nous rencontrons et que je rencontre personnellement. La gentillesse et l'affection que montrent beaucoup d'Algériens. Pas assez. Sur notre passage, quand ils nous reconnaissent, quand ils me reconnaissent, je suis effectivement étonné et ravi de l'accueil qui nous est réservé. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? C'est pour plusieurs choses. Il y en a une qui a un petit peu évolué cet après-midi, puisque nous sommes allés voir le ministre des Moudjahidines. Nous avons rencontré le ministre des Moudjahidines qui nous a donné l'assurance de faire ce qu'il faut pour essayer de retrouver les restes du corps de Maurice Audin. Et d'ailleurs, oui, il me manquait un micro, je pense. Hop là. C'est un peu perturbant, mais on va y arriver quand même. Excusez-moi. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc le ministre des Moudjahidines nous a donné l'assurance qu'en particulier dans le cas de Maurice Audin, mais pas seulement, dans le cas de tous les disparus, je pense que c'est quelque chose qui est important ici en Algérie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu dans leur famille, dans leurs proches, des gens qui ont disparu pendant la guerre de libération. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour chacune des familles d'avoir des réponses, de savoir ce que sont devenus les disparus en question. Personnellement, effectivement, je suis plus concerné par la disparition de Maurice Audin, mais je pense que c'est important pour tous les disparus d'avoir le même résultat, c'est-à-dire des recherches
sur ce que sont devenus les Algériens qui ont été enlevés, assassinés vraisemblablement par l'armée française à ce moment-là, et faire des recherches, faire des tests pour vérifier autant que faire se peut ce qu'on a trouvé et qui est concerné, quelles sont les familles qui sont concernées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles en Algérie qui ne sont pas concernées par le problème, en particulier pour la guerre de libération. Il y a eu d'autres périodes qui ont été aussi tragiques. Il est tout à fait clair qu'il y a eu d'autres disparitions. Mais déjà, là, en ce qui concerne la guerre de libération, il y a nécessité de faire ce travail de recherche, de fouille, de test, de comparaison. Et peut-être que le fait de constater que Maurice Audin a toujours été un symbole de la torture qui avait été exercée contre le peuple algérien, un symbole des assassinats qui avaient été commis contre le peuple algérien, peut-être qu'on peut aussi espérer que Maurice Audin soit aussi un symbole de la recherche des restes, des corps des disparus de la guerre de libération. Donc de ce point de vue-là, on a avancé. Je pense que il va y avoir effectivement demain sur la place Audin, que je pense tout le monde connaît, l'inauguration d'un buste concernant Maurice Audin, qui va être installé au niveau de la fresque, au-dessus de la fresque. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà dû le voir, puisque c'est en cours d'installation. C'est un aboutissement, disons, par rapport à cette question concernant juste Maurice Audin. Je pense que le séjour, la délégation avait commencé avec une rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ou qui avait été aussi assez prometteuse, puisque si on regarde vers l'avenir, et qu'on se dit c'est bien de connaître l'histoire de Maurice Audin, mais il faut se projeter vers l'avenir et ne pas rester à regarder son nombril sur le passé, mais aussi avancer vers l'avenir. Il y a de ce point de vue-là l'association Josette et Maurice Audin, qui au tout début devait s'appeler quelque chose comme Association pour un prix de mathématiques Maurice Audin. Effectivement, il y a un prix de mathématiques Maurice Audin qui essaye de construire l'avenir entre la France et l'Algérie, avec, dans le petit pays des mathématiciens, la possibilité de décerner un prix à un mathématicien qui travaille en France et un mathématicien qui travaille en Algérie, et le prix consistant à traverser la Méditerranée pour chacun des deux et à aller discuter, à aller montrer son travail à ses collègues de l'autre pays. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans le petit secteur des mathématiques, il s'agit d'avoir une coopération entre les deux peuples, et on peut espérer que l'exemple de ce que font les mathématiciens puisse être suivi dans d'autres sciences, dans d'autres domaines de la culture et des arts, dans d'autres domaines des sports, de la vie associative, de la vie professionnelle, et que finalement, à force qu'il y ait des coopérations entre les deux peuples, on puisse effectivement connaître notre histoire commune, qui a été tragique à certains moments, mais connaître aussi notre avenir commun, qui peut être, lui, brillant, merveilleux, etc. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu l'objectif de cette délégation, de connaître notre histoire, en particulier avec l'histoire des grottes et des infumables. C'est pour ça qu'on a fait ce détour par les grottes du Dahra, mais aussi d'essayer de construire l'avenir. C'est en particulier ce qui a été fait avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la délégation générale de la Recherche scientifique et du développement technologique. Je pense que de ce point de vue-là, la délégation est quelque chose qui a été utile. Je pense que c'est quelque chose qui donne aussi de l'espoir à tout le monde, côté français, côté algérien, de l'espoir sur l'avenir qui nous attend. Et donc voilà, si vous avez des questions après, j'y répondrai. Mais je suis un peu trop impressionné par la quantité de micros. C'est pas assez confidentiel pour que je puisse vraiment m'étaler davantage. Je vous remercie de votre attention. C'est vrai qu'à partir du savoir et de la connaissance partagée des dérives de la Méditerranée, on peut créer des passerelles et donc essayer de trouver un langage commun pour mieux se comprendre et finalement s'accepter et se tolérer. C'est important.
je voudrais aussi maintenant donner la parole à M. Christophe Lafaille. Merci. Voilà, à vous la parole. Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'est quelques mots en arabe, je ne maîtrise pas la langue, donc vous me permettrez de m'exprimer en français. Voilà, on va placer les micros. Oui. Voilà. Voilà, je suis très heureux, quoique aussi un peu impressionné d'être parmi vous ce soir. Alors certes, les micros jouent leur rôle, mais je tenais aussi à dire que pour un historien, c'est une chance unique de pouvoir à la fois travailler sur un sujet et venir ensuite au cœur du pays que l'on a découvert au travers de ses lectures et de ses archives, faire la connaissance des gens, faire la connaissance des peuples et, je dirais, mettre de l'humain dans ce qui était auparavant une construction de papier ou une construction d'archives. Voilà. Donc, ce voyage a été pour moi riche en émotions et j'ai découvert, voilà, vous m'excuserez de résumer très rapidement l'Algérie ainsi, mais une Algérie d'histoire et d'émotions qui m'a particulièrement touché. Donc, et cela m'a touché car le sujet, bien évidemment, que j'ai abordé et que je vous parlerai ce soir comme historien, car je suis un modeste historien, comme il y a aussi d'autres historiens en Algérie qui font leur part du travail et qui travaillent aussi sur ces sujets. Je suis venu donc vous parler d'un sujet que j'ai découvert par la bouche des anciens combattants en France. Cette histoire, qui était au départ un grand silence sur la guerre des grottes, sur l'utilisation de l'arme chimique durant la guerre d'indépendance algérienne, durant cette guerre d'Algérie, comme on l'appelle encore en France, est venue des anciens combattants qui ont décidé de rompre le silence. Et pour moi, c'est quelque chose d'important à dire ici, car ce ne sont pas des documents qui ont fuité, ou ce ne sont pas, je dirais, ce n'est pas un accident qui fait que je suis devant vous ce soir pour vous expliquer les premiers éléments que j'ai découverts dans le cadre de mes travaux de recherche, mais c'est parce que des anciens combattants ont jugé qu'à un moment donné, au seuil de leur vie, il était important de dire, de crier cette histoire. Voilà. Et je pense en particulier à certains qui n'ont même pas pu me parler tellement cette histoire était douloureuse pour eux et qui m'ont envoyé des courriers parce que la rencontre physique était pour eux encore impossible. Donc entre 1954 et 1962, l'armée française a mené en Algérie, à la demande d'abord de la 4e République, puis de la 5e République, une guerre souterraine en utilisant des armes chimiques, des gaz toxiques. Alors cette pratique, certains historiens l'avaient déjà documenté, n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu, dès le début de la colonisation de l'Algérie, des enfumades qui se sont produites durant les premières années et qui se sont, je dirais, prolongées. Ces enfumades, dont la plus célèbre est l'enfumade du Dara, en 1845, a laissé au départ des traces dans l'opinion publique française. Le général Bugeaud, à l'époque, s'était vanté de la réalisation de cette enfumade, avec dans l'esprit, je pense, le fait de faire peur aux populations, de faire un exemple. Et déjà à cette époque-là, il y avait eu quand même en France, au sein de l'opinion publique, de l'époque, si on peut utiliser ce terme un peu anachronique, mais en tout cas chez certains militaires et chez certains hommes politiques, une réaction très forte de dénonciation. Pour autant, ces enfumades ne se sont pas arrêtées et se sont poursuivies dans le silence. Et c'est bien le silence et le secret qui caractérisent finalement les opérations qui ont continué à se dérouler pendant la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962. Nous étions face à un réel secret d'État. Alors, comment était-ce possible de pouvoir, comme cela, utiliser les gaz à partir de 1956 ? Il y avait eu pourtant l'exemple de la Première Guerre mondiale.
et de la Grande Guerre chimique qui avait marqué les esprits. En 1925, à Genève, un protocole avait même été négocié entre nations pour que les armes chimiques dites létales, celles qui tuaient les populations, ne soient plus utilisées sur le champ de bataille. Oui, mais, et souvent, au niveau juridique, le détail est dans les formulations et aussi dans ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas. Effectivement, il y a eu une tentative de contrôle de l'utilisation des armes chimiques, mais entre nations signataires. C'est-à-dire que les pays occidentaux, les pays européens, s'engageaient d'une certaine manière à ne pas utiliser contre eux ces armes chimiques. Et pour autant, l'entre-deux-guerres, que ce soit au Maroc, durant la guerre du Rif, que ce soit plus tard en Éthiopie avec la conquête des Italiens, puis plus tard dans la colonie algérienne, les armes chimiques ont tout de même été utilisées contre les populations autochtones. Donc cette première remarque m'a en tout cas mis sur la piste d'une réflexion qui reste encore à creuser, qui reste encore à étayer, qui reste encore à construire, un objet de recherche qui reste encore à construire. Et moi je crois très fort, très très fort, j'y reviendrai dans la collaboration entre historiens français et algériens pour avancer sur cette question. Et je pense qu'il y a réellement une violence coloniale spécifique liée à l'utilisation des gaz toxiques qui renvoie à un imaginaire colonial, qui renvoie, je dirais, à un imaginaire qui déshumanise d'une certaine manière la personne colonisée et qui en fait un renard, comme disait Bugeaud, à propos des enfumades. Donc cette question-là, cette piste-là, je dirais, est à creuser et les liens sont à construire et sont à documenter pour justement faire cette continuité entre les enfumades et l'utilisation des armes chimiques. Maintenant, on va revenir sur la période de la guerre d'indépendance et les éléments que j'ai découverts par le biais des témoignages, par le biais des archives privées, par le biais aussi des quelques archives publiques qui sont ouvertes, car toutes les archives publiques ne sont pas ouvertes en France sur cette question et font justement encore l'objet d'une bataille juridique pour leur ouverture. Donc voilà les premiers éléments que j'ai pu découvrir. En 1956, alors que la France adopte les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie, en même temps, le gouvernement, le ministre des Armées, Maurice Bourgès-Manory, demande à ce qu'une étude sur l'utilisation des armes spéciales dans la 10e région militaire, donc en Algérie, puisse être réalisée par le bureau, par l'état-major des armes spéciales à Paris, qui était dirigé par le général Eyret. Et ce général, ce nom doit peut-être vous dire quelque chose si vous êtes intéressé au programme nucléaire. C'est un général qui est considéré en France comme le père du programme nucléaire qui a ensuite été mis en œuvre en Algérie. Donc ce général a eu a reçu comme mission le fait de répondre à un certain nombre de problèmes tactiques que rencontrait l'armée française sur le terrain. Et parmi ces problèmes tactiques, un particulièrement avait été identifié. C'était l'utilisation par l'armée de libération nationale de caches souterraines, alors qui pouvaient être très diverses. Alors on parle de guerre des grottes, mais l'ALN n'a pas utilisé que des grottes. Il y avait des casemates aussi, artificielles, creusées dans des habitations, ou comme à Oran, il y avait l'utilisation, par exemple, de petits puits de stockage de récoltes qui pouvaient se transformer en lieu de refuge. Toute une série en fait de refuges souterrains, qu'ils soient artificiels ou naturels, ont été utilisés pour pouvoir fournir un lieu de dissimulation, donc pour se cacher, des lieux de stockage, des hôpitaux aussi, pour pouvoir soigner les combattants, des lieux de combat, puisque aussi ces grottes pouvaient avoir une importance tactique pour empêcher l'armée coloniale de pénétrer sur tel ou tel secteur. Et ces grottes surtout avaient un grand rôle dans les flux logistiques. Ces grottes permettaient, surtout la nuit, le déplacement discret
des soldats de l'ALN, et parfois même de leurs prisonniers, puisque ces grottes, et ça Raphaël Branche l'a aussi documenté, étaient aussi utilisées comme des lieux de détention pour les prisonniers qui étaient faits par l'ALN. Donc ces grottes, pour l'armée française, ce problème a été identifié très tôt et représentait un vrai problème. Et donc, parmi les qui sont étudiés, il y a l'emploi de chimiques, plus ou moins agressifs, et celui qui finalement sera retenu, enfin en tout cas, celui, moi, pour l'instant, que j'ai pu identifier, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, bien évidemment, mais celui que j'ai pu identifier pour l'instant dans les documents, c'est ce que l'on appelle du CN2D, un mélange de gaz CN et EDM, du diphénylamino chloroarsine. Voilà. Donc ce gaz représentait la capacité d'être un irritant extrêmement puissant, limite vésicant, puisque les militaires français étaient obligés d'avoir un masque à gaz, un filtre à arsine supplémentaire ajouté sur le masque à gaz, et une tenue utile, car les gouttelettes de ce gaz, ou le contact de ce gaz avec la transpiration, pouvait entraîner des brûlures sur la peau. Donc ce gaz représentait en fait un double intérêt, entre guillemets. À la fois, il était extrêmement agressif, c'est-à-dire que si les combattants de l'ALN étaient au contact de ce gaz, ils étaient contaminés extrêmement rapidement. Il était mortel en milieu clos, et plus ou moins rapidement en fonction de la configuration même de la grotte. Et le troisième élément, c'est que ces gaz-là pouvaient être utilisés de deux manières, soit pour déloger les combattants de l'ALN de leur refuge souterrain, soit en traitement, on en parlait, en traitement régulier, c'est-à-dire que l'armée française, surtout vers la fin de la guerre, passait régulièrement dans les grottes qu'elle avait identifiées comme potentiellement utilisables, et ces grottes-là étaient traitées préventivement avec des pots de gaz pour empêcher leur réutilisation. Donc pour mettre en œuvre, je dirais, ces premières préconisations, une unité a été créée à la fin de l'année 1956, et cette unité était la batterie armes spéciale du 411e régiment d'artillerie antiaérienne qui était basée à Fort-l'Empereur, et cette batterie armes spéciale était à Sidi-Ferruch. Cette batterie armes spéciale a eu comme fonction d'expérimenter et de mettre en œuvre l'utilisation des armes chimiques dans le cadre des opérations de l'armée française. Schématiquement, ce qui se passait souvent, c'est que les opérations avaient lieu, les militaires français, durant leur progression, se heurtaient à une grotte, ou avaient un renseignement comme quoi des combattants étaient réfugiés dans une grotte. Ils prévenaient cette unité spéciale, réalisaient un bouclage de la zone pour que les combattants ne puissent pas partir, et cette unité spéciale venait intervenir sur place, souvent par hélicoptère, grâce à un appui d'hélicoptère, et venait donc intervenir pour réaliser sa mission spécifique. Cette unité, d'après les documents et les témoignages que j'ai pu recueillir, a œuvré à peu près seule, je dis à peu près car je n'en suis pas certain, entre 1956 et 1959. Là, nous basculons sous la Ve République, le général de Gaulle est au pouvoir, et en 1959 se lancent de grandes opérations françaises que l'on a appelées le plan Chal. Alors dans le même temps, il y a eu des déclarations pour négocier, la fameuse paix des braves, et d'un autre côté, les opérations militaires s'intensifiaient sur le terrain pour pouvoir être en position favorable, je dirais, au moment des négociations. C'était ça le raisonnement, je pense, français de l'époque. Et dans le cadre de ce plan Chal, le commandement français a décidé de généraliser les choses qui marchaient bien, d'une certaine manière. C'est comme cela qu'on a vu sur le terrain se multiplier les commandos de chasse, par exemple. Et ça, c'est moins dit dans l'historiographie officielle, mais aussi se sont multipliées les sections dites de grottes. Et la batterie armes spéciale, qui était relativement seule au départ, a vu apparaître à ses côtés une vingtaine de sections. Il y en avait une dans la marine et d'autres qui étaient rattachées aux compagnies de génie de zone.
Et ces sections-là avaient des responsabilités géographiques, étaient formées par la batterie armes spéciales, et leur mission était finalement d'intensifier la guerre souterraine et d'intensifier par là même l'utilisation des armes chimiques. Ce que l'on peut dire sur cette période-là, c'est que le contexte a radicalement changé. Auparavant, la batterie armes spéciales était composée de personnel qui étaient formés spécifiquement sur l'emploi des armes chimiques. Ils appartenaient à l'artillerie et étaient tous formés spécifiquement sur cet emploi. Lorsque la généralisation a été faite aux compagnies du génie, les sapeurs, eux, ont reçu des gaz, ont reçu des vecteurs de propagation. Alors il y avait des chandelles de 5 kg de CN2D, il y avait des roquettes à gaz, il y avait des grenades à main, toutes avec des charges de gaz, sans forcément savoir ce qu'il y avait dedans. Et c'est comme cela que je me suis rendu compte, en rencontrant des anciens combattants, que certains s'étaient eux-mêmes intoxiqués avec les gaz qu'ils utilisaient lors des opérations. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait changer les filtres à arsine, parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait toujours porter la tenue butyle, etc. Donc les combattants français eux-mêmes se sont aussi intoxiqués. Et il y a eu en France des procès qui ont été menés devant les tribunaux de pension par certains anciens combattants, dont un qui a abouti à un succès, pour faire reconnaître justement la cause de leurs problèmes respiratoires aux opérations qu'ils avaient menées en Algérie. Ça, c'est aussi un point très important. Donc ces combats se sont déroulés pratiquement sur l'ensemble du territoire algérien. Et quels sont les enjeux maintenant actuellement? Parce que bien évidemment, en France, on disait, mais tu nous racontes finalement une horreur de plus. La guerre étant, comme vous l'avez dit très justement, quelque chose d'horrible, pourquoi raconter une horreur de plus? Pourquoi s'intéresser à une horreur de plus? Tout simplement parce qu'il faut faire, déjà, de mon point de vue, la vérité sur ce qui s'est passé. C'est important. C'est important en France de comprendre la réelle nature du colonialisme, sous tous ses aspects. Et celui-ci, cette violence spécifique, est un aspect particulièrement important et significatif de la réalité du système colonial. Donc il y a une urgence déjà à mener cette étude. Mais pas que. Lors des opérations de grottes, les combattants algériens qui étaient tués au fond des grottes étaient que très rarement sortis des cavités pour être identifiés. Souvent, ils étaient laissés au fond des grottes. Lorsque cela était possible, les militaires français dynamitaient l'entrée des grottes pour s'assurer que la cache ne soit plus réutilisée. Ce qui veut dire que nous avons potentiellement encore en Algérie des milliers de sites, des milliers de lieux de mémoire contenant des corps de portées disparues, de combattants qui ont disparu au Djebel, comme on a dit, comme on a pu dire après la guerre, et qui pourraient faire l'objet d'une investigation et dans l'avenir, je le souhaite, qu'on puisse un jour arriver à cela, et il y a aussi une identification pour pouvoir les rendre aux familles. Ce point-là, pour moi, est particulièrement important. Il y a aussi la question des populations civiles, car si on se penche un peu sur l'histoire de l'Algérie, et c'était aussi le cas en France dans certaines régions, les refuges souterrains étaient aussi utilisés, comme leur nom l'indique, comme des refuges pour les populations. Lorsqu'il y avait un danger, les populations se réfugiaient aussi dans les réduits souterrains. Donc il y a eu, et certains ont été documentés, bien évidemment des populations civiles qui ont été aussi victimes de ces opérations. Donc ce travail de mémoire est indispensable. Dans les archives en France, nous disposons d'informations, et en particulier de coordonnées de chasse, c'est-à-dire des points géographiques qu'il est possible de déterminer avec une précision de 100 mètres, voilà, pour pouvoir identifier les sites des opérations.
Mais ces archives-là, il faut y avoir accès, il faut pouvoir les utiliser et surtout, et ça c'est très important, il faut pouvoir retrouver les cartes géographiques au 50 millième de cette époque contenant le carroyage de chasse, c'est-à-dire des carrés de 100 km sur 100 avec une lettre qui permettent d'exploiter ces coordonnées. Donc nous avons les moyens, en travaillant à partir des archives, d'identifier ces sites et de commencer véritablement un travail d'identification. Et pour faire ce travail, il faut que toutes les archives soient ouvertes en France, et nous avons donné une conférence de presse à la Ligue des droits de l'homme pour demander cette ouverture des archives, et le combat juridique va continuer pour obtenir l'ouverture de ces archives. Mais le point sur lequel je veux insister avec vous, c'est qu'on peut d'ores et déjà travailler. Il y a déjà des archives ouvertes, et il y a ici en Algérie des anciens combattants, il y a aussi des archives, il y a aussi la population, il y a aussi les historiens, il y a aussi la mémoire d'Édouard qui peut être extrêmement importante pour nous permettre de retrouver l'ensemble des sites. Donc c'est pour ça que moi, en tant qu'historien et qu'archiviste, je ne me sens absolument pas propriétaire de ce sujet. Je viens vous le présenter et je lance un appel à tous les historiens archivistes et aussi à la société civile algérienne pour qu'on puisse s'emparer de ce sujet, qu'on puisse travailler ensemble et que toute la vérité puisse être faite sur ces opérations. Voilà, je vous remercie. Grâce aux travaux de M. Christophe Melaha et aussi à l'entretien qu'il nous a accordé, nous avons pu confectionner un numéro. Nous revenons sur cette guerre des grottes, aussi en donnant quelques éléments à partir de ce qu'il nous a communiqué, et aussi l'appellation difficile à retenir de ce gaz. C'est vrai, donc on le donne, c'est sur notre site dans la revue politique du mois de mai. C'est vrai, M. Christophe? Voilà, je voulais aussi apporter une information complémentaire, excusez-moi, c'est important. Donc le ministre des Moudjahidines, cet après-midi, nous a invités demain matin au centre de recherche historique pour pouvoir évoquer bien évidemment ces questions. Voilà, donc j'espère que cela nous permettra tous d'avancer. Voilà. C'est un grand pas en avant, c'est vrai, de pouvoir, j'ai retenu plusieurs aspects de votre intervention, je l'avoue très très intéressant. Et puis on sait tous, c'est ce mot-là, le silence. C'est du début de la colonisation jusqu'à la fin, le mot silence. Assassiner, tuer, commettre des crimes, mais aussi le silence. Et c'est pour ça que la question de l'ouverture des archives est très importante. Connaître, c'est aussi arriver à un état d'apaisement. Et ça permet aussi que je puisse donner la parole à M. Pierre Mansart sur la question des archives. À vous la parole. J'attends le micro. Ah oui. Encore un peu. Donc voilà, merci. Alors, vous vous posez peut-être une question, mais qui êtes-vous? Et même si vous ne posez pas cette question, je vais y répondre. C'est-à-dire que l'association Josette et Maurice Audin, c'est bien évidemment des gens autour de Pierre Audin, ses proches, sa famille, des mathématiciens qui continuent le combat pour la vérité sur Maurice Audin, mais aussi le combat pour
la liberté des mathématiciens dans le monde, parce qu'ils ont été les premiers en 1957 à se dresser contre cette injustice, ce crime commis contre ce jeune mathématicien. Ils sont porteurs d'une tradition, je dirais, de combat de ces scientifiques dans ces domaines-là. Et puis il y a dans l'association aussi des Algériens de nationalité, des Franco-Algériens, des Français d'origine algérienne. Et puis il y a aussi des gens comme moi qui n'ont aucun lien avec l'Algérie, mais qui sont un petit peu les héritiers d'une tradition française qui s'est peut-être un peu affaissée, mais une belle tradition française en France, cette république dominatrice, colonisatrice, impérialiste, a aussi un peuple qui a des composantes extrêmement fortes, des composantes politiques, syndicales, associatives, intellectuelles, qui de tout temps se sont dressées justement contre ces politiques coloniales de leur pays, ces politiques de domination, ces politiques d'oppression. Ça va de la lutte contre la guerre du Rif, la lutte contre la guerre d'Indochine, la lutte pour le soutien aux indépendances algériennes, africaines, pardon. Et donc nous sommes un petit peu les héritiers de ce combat-là, dans un domaine particulier qui est celui du lien avec l'Algérie, à partir de notre combat contre le colonialisme en général, contre la colonisation de l'Algérie, contre les crimes commis par la puissance coloniale sur le peuple algérien. Donc voilà, c'est ce qui nous motive un peu. Pas un peu d'ailleurs, beaucoup dans ce combat et ce que nous menons avec Pierre Audin depuis un certain temps. Ce qui amène l'association d'ailleurs à être extrêmement active, non pas uniquement autour de ce qu'on a appelé longtemps l'affaire Audin, le combat pour la vérité sur les circonstances de la mort, de l'enlèvement, de la torture, de l'assassinat de Maurice Audin, et qui nous a amené évidemment, enfin je dirais évidemment, mais élargir tout le combat autour de la vérité sur tous les disparus de la guerre d'Algérie, algériens et français, la vérité sur les crimes commis par la puissance coloniale, et aussi de poser des actes concrets de solidarité entre peuple français et peuple algérien, à travers notamment ce magnifique prix Maurice Audin qui essaime dans toutes les universités d'Algérie, dans toutes les écoles d'Algérie, et qui en France a un écho aussi extrêmement important. Et ce qui amène donc l'association à participer activement à ce qui a grandi depuis quelques années en France, c'est-à-dire en France, le combat pour la vérité sur la colonisation, sur ce que la France a fait, ce que les gouvernements français ont fait au nom du peuple français vis-à-vis de nombreux pays et singulièrement vis-à-vis d'Algérie. On a vu que ces dernières années, des pas importants ont été faits pour la reconnaissance de ces crimes auxquels l'association participe. Je pense à la vérité autour du massacre du 17 octobre 61. Vous savez, ces centaines d'Algériens qui manifestaient à l'appel du FLN, désarmés, qui ont été matraqués, fusillés, jetés dans la Seine. Et puis aussi quelque chose qui est complètement inconnu, l'association a obtenu la réalisation d'un cénotaphe Maurice Audin. Un cénotaphe, c'est un monument funéraire qui ne renferme pas de dépouille. Et donc il y a au cimetière parisien du Père-Lachaise, dans le carré un peu dédié aux communards, aux révolutionnaires, aux combattants progressistes, un cénotaphe Maurice Audin. D'après les historiens, c'est le seul monument en France dédié à un combattant de l'indépendance algérienne. Et nous nous retrouvons tous les 11 juin, la date anniversaire de l'enlèvement de Maurice Audin par les parachutistes français. Nous nous retrouvons tous les 11 juin autour de ce cénotaphe
pour eh bien dire notre combat. Et ce 11 juin, là, en rentrant à Paris, nous nous retrouverons et nous rendrons hommage au comité Audin de 1957, ces mathématiciens, ces intellectuels, avec Laurent Schwartz, Pierre Vidal-Naquet, Madeleine Robériou, qui se sont dressés, Henri Allen, qui se sont dressés pour dire la vérité sur l'assassinat de Maurice Audin et la torture. Pas seulement Maurice Audin, mais l'ensemble de la torture. Donc voilà, je voulais, pour dire qui on est un petit peu autour de Pierre Audin, qui bien sûr attire la lumière, attire les regards, attire l'ensemble des manifestations, mais voilà pourquoi on est là, nous en Algérie, et voilà les messages que l'on partage depuis une semaine à Alger, à Oran, à Constantine, à la grotte du Dara. Alors, Mohamed m'a proposé d'intervenir sur les archives. Je me suis mordu les doigts d'avoir accepté cette proposition parce que c'est extrêmement délicat et il faut être d'une très grande prudence. D'abord, c'est délicat parce que quand on est citoyen d'un pays, il est toujours problématique d'aller dans un pays étranger pour critiquer ce qui se passe dans son propre pays. C'est extrêmement délicat. Il y a une forme je pense, de retenue, de pudeur qui est nécessaire dans ce genre de choses. Et puis il y a l'autre aspect, c'est qu'il ne revient pas à nous, association française, de faire la leçon à l'Algérie sur la question des archives. La façon dont les archives en Algérie sont collectées, organisées et consultées. Donc je vais essayer de répondre un peu en restant sur le fil à cette question. D'abord, une question essentielle, c'est que, mais qui n'est pas tout le temps perçue par les citoyens, la question de la collecte des archives, de leur entretien, de leur organisation et de la possibilité d'y accéder est un baromètre essentiel en démocratie. C'est-à-dire que les citoyens de tout pays ont le droit de connaître les éléments qui ont été les éléments sur les politiques qui ont été menées par les gouvernements et les politiques qu'ils ont menées au nom de leur propre peuple. Et donc, l'accès aux archives est en France un droit qui vient de très loin, il vient de la Révolution française, qui dit que tout citoyen a le droit de connaître les actes qui ont été faits, à la fois par l'État, par tous les organismes de l'État, de façon générale. Donc c'est un droit démocratique. En France, évidemment, ça a avancé de façon chaotante, mais la France s'est dotée d'un service des archives extrêmement fort, un service public des archives extrêmement fort, avec des archivistes particulièrement bien formés, une école, l'école des Chartes, avec des services d'archives très puissants. J'attends la fin de la musique. Et progressivement, bien sûr, tout n'est pas linéaire, mais progressivement, des dispositions ont été prises, des dispositions législatives ont été prises afin de réglementer cet accès aux archives. Parce que, évidemment, le droit est essentiel, ce droit démocratique que j'évoquais est essentiel. En même temps, il peut y avoir dans les archives des éléments problématiques pour des individus, des individus encore existants, des personnes mineures, des personnes des systèmes militaires. Donc il y a évidemment des règles à inventer pour ces archives. On ne peut pas dire l'accès généralisé, libre totalement, ça ne marcherait pas, ça serait très problématique. Donc il faut bien l'organiser. En France, donc, après de très nombreuses discussions très approfondies, le Parlement a adopté à l'unanimité une loi en 2008 qui régit l'accès aux archives de la République française. Évidemment, cette loi est imparfaite. Elle ne va pas au bout, il y a des éléments, Christophe en est l'exemple, il y a des éléments qui ne sont pas accessibles. Mais
il s'est passé quelque chose d'un peu curieux, mais enfin pas curieux, qui semble-t-il est le cas dans toutes les démocraties, c'est que la dernière période a vu, sur cette base de cette loi qui était une avancée importante, eh bien on a vu se manifester des mouvements de repli, de recul, de restriction, à la fois des paranoïas, des incompétences, c'est-à-dire une baisse dans les milieux gouvernementaux, une incompétence dans ces domaines. Et donc ça nous a amené une situation très, très problématique, c'est que dans les années 2018-2019 en France, eh bien des dispositions réglementaires qui donc sont théoriquement inférieures à la loi, un règlement pris par une administration, c'est inférieur à la loi, eh bien des dispositions réglementaires ont été imposées aux archives, aux archivistes, par des services qui sont des services administratifs. Un Conseil national de la sécurité nationale et intérieure, de la sécurité nationale et défense nationale, qui est un organisme placé auprès du Premier ministre. Le service juridique du ministère des Armées ont essayé d'imposer une restriction extrêmement importante dans l'accès aux archives. Et nous avons la faiblesse de penser que cette restriction qu'ils essayaient d'apporter visait essentiellement, peut-être pas uniquement, mais essentiellement, les archives liées à la guerre d'Algérie. Et donc, évidemment, il reste malgré les progrès dans les cercles militaires ou de renseignement, il est indéniable qu'il doit rester dans certains cercles militaires ou ex-militaires ou cercles renseignement, des gens qui n'ont pas du tout envie que la vérité progresse et que, non pas qu'il serait mis en cause personnellement parce que juridiquement il ne risque pas grand-chose, prescription et loi d'amnistie, mais évidemment un problème moral ou un problème, une opprobre qui pourrait être jeté sur une institution, sur l'armée, sur des services de l'armée, sur des services de renseignement. Et donc cette situation a amené à un combat extrêmement important, un combat démocratique très important, qui a été initié par quelqu'un que vous connaissez sans doute très bien, Raphaël Branche, qui est une historienne, l'historienne de la violence pendant la guerre d'Algérie, celle qui a fait sa thèse sur la torture en Algérie et qui est une historienne plus que reconnue de la guerre d'Algérie, qui a mobilisé les historiens contemporains et l'association des archivistes français, ainsi que l'association Josette et Maurice Audin. Et nous avons mené un combat politique, public et juridique contre ces dispositions. Je raccourcis, nous avons gagné le combat juridique. Le Conseil d'État, qui est l'instance juridique supérieure dans notre pays, a annulé complètement les dispositions réglementaires qui avaient été prises par le gouvernement. Et donc, tout ça dans une atmosphère intéressante, puisque ça se passait juste après la déclaration d'Emmanuel Macron, qui va chez Josette Audin, qui lui dit reconnaître l'assassinat de Maurice Audin par l'armée française dans le cadre d'un système généralisé de torture, un système organisé par l'ensemble des pouvoirs publics et défendu par l'ensemble des pouvoirs publics. Et Macron, quand il va chez Josette Audin, dit « je vais ouvrir l'ensemble des archives ». Donc tout ça fait un mouvement que je dirais sur les archives, il n'y a pas et la fermeture ou l'ouverture. Il y a des mouvements qui vont dans un bon sens, une ouverture importante d'archives. C'est le cas pour les archives sur la guerre d'Algérie. On est dans une situation où il y a un mouvement vers l'ouverture, et en même temps, c'est jamais, on n'est pas dans un monde idéal. Et bien en même temps, il y a des freins, il y a des restrictions qui apparaissent et qui appellent à des combats. Et donc là, la dernière période a vu une importante ouverture des archives sur la guerre d'Algérie. Tout récemment, en décembre, une dérogation générale a été prise par la ministre de la Culture qui, en France, a la tutelle sur les archives.
ministre de la Culture, je vais vous raconter encore quelque chose qui est très intéressant, et elle a ouvert l'ensemble des archives de la justice militaire, de la police et de la gendarmerie, ce qui est évidemment extrêmement intéressant parce que ça permettra par exemple de comprendre comment la police française a lutté contre le FLN, la Fédération de France du FLN, comment la justice militaire, c'est évidemment essentiel dans tous les domaines. Bon. C'est pas idéal parce que les services des archives n'ont pas forcément tous les moyens pour permettre cette ouverture. Une partie des archives, c'est anecdotique mais c'est très important, une partie de ces archives de la justice militaire est entreposée dans une caserne de gendarmerie dans une petite ville qui s'appelle Le Blanc, dans l'Indre, au centre de la France. Or, cette caserne de gendarmerie est amiantée. Donc les archives sont amiantées et vous savez c'est très dangereux pour la santé de manipuler des documents qui sont amiantés. Donc il faudra là sans doute un certain temps avant que ça soit véritablement possible. Donc c'est en même temps un mouvement qui est évidemment très intéressant, qui se heurte à des difficultés. La loi de 2008 qui empêche certains domaines. Et alors ce qui s'est passé après notre victoire sur les décisions, notre victoire au Conseil d'État, c'est que le gouvernement a introduit dans une loi qui s'appelle Prévention des actes de terrorisme et renseignement un article consacré à l'accès aux archives. Donc c'est une curiosité dans un pays que d'accès aux archives, une question d'histoire, se retrouve dans une loi pertinente par ailleurs dans certains domaines, de lutte contre le terrorisme, et donc il y a un mélange des genres qui est très étonnant. Et la ministre de la Culture en charge des archives a disparu du débat parlementaire, elle n'a jamais répondu aux députés et aux sénateurs. L'affaire a été menée par la ministre des Armées, ce qui est quand même aussi une curiosité. Donc voilà, on est dans cette situation où à la fois il y a du progrès général et il y a en même temps des résistances extrêmement fortes. Et je terminerai en disant qu'on peut penser sur deux points. On peut penser quand même que, quelle que soit l'opinion qu'on ait, le président de la République française a demandé à l'historien Benjamin Stora un rapport dont vous avez tous entendu parler. Un rapport qui est sans doute incomplet, mais qui s'appuie d'abord sur des décennies de travaux de Benjamin Stora et qui ouvre des perspectives, qui a fait des propositions très concrètes pour avancer sur la vérité, sur le travail de vérité pour que les mémoires, bon, on peut discuter les termes et tout ça, mais en tout cas pour travailler sur la vérité. Et ça produit des actes positifs de la part de l'exécutif français, parfois insuffisants. Quand il parle de la fusillade de la rue d'Isly, il oublie de mentionner vraiment le rôle de l'OAS, mais il se rend quand même au pont de Bezons pour jeter une gerbe dans la Seine à la mémoire des Algériens massacrés par la police française le 17 octobre. Donc tout ça, dans ce moment-là, est à la fois intéressant. Une petite remarque, c'est que du point de vue de l'association, nous regrettons que du côté algérien, le rapport Benjamin Stora n'ait pas été pris à sa juste valeur, à sa juste mesure. On aurait aimé une réaction voilà, positive, je dirais, sur ce geste insuffisant, mais qui est dans le bon sens. Donc on est dans cet état-là, où à la fois ouverture, résistance, et en même temps progrès indéniable. Et je crois que ce que nous faisons ici, et la main tendue par le ministre des Moudjahidines sur certaines choses, ne peuvent que contribuer, pour ce qui est de notre combat en France, ne peuvent que contribuer positivement à des avancées sérieuses. Je terminerai en disant que, bien évidemment, mais beaucoup n'ont pas entendu. Les historiens algériens et français travaillent ensemble depuis longtemps. Il y avait parmi nous des amis dans la délégation qui sont repartis et qui travaillent étroitement avec les historiens algériens.
Mais il faudrait passer à une autre étape, qui serait la généralisation de ce travail. Donc à la fois du côté français, une révision des politiques de visa, c'est-à-dire une généralisation d'une possibilité pour les chercheurs algériens, les historiens algériens de venir et d'aller et venir facilement en France pour travailler sur les archives et pour travailler avec les historiens français. Et puis des moyens financiers, parce qu'évidemment tout ça, pour les chercheurs, ça a un coût important. Donc peut-être une forme de convention, de coopération, à la fois facilitation du point de vue des visas et des moyens financiers permettant, des bourses permettant à des chercheurs, dans les deux sens, de venir en France, de venir en Algérie pour travailler de façon régulière. L'exemple de Christophe est le bon exemple. Voilà un sujet qui appelle à un travail coopératif. Donc, et qui passe bien sûr par cet accès aux archives de façon générale. Voilà, je vous remercie. C'est vrai que la question des archives est un dossier très lourd. C'est vrai que la question des archives est un dossier très très lourd. Il y a quelques jours, je parlais à une journaliste indépendante, Claire Billet, qui a fait un article suite aux travaux de M. Christophe Lafaille sur la guerre des grottes. Et elle m'a appris juste après la publication de son article un certain nombre de cartons d'archives ont disparu. C'est vrai qu'il y a une résistance, non seulement au niveau des archives en tant que telles, mais aussi à l'intérieur pour trier, aseptiser, nettoyer, enlever certains documents et les traiter et finalement réécrire le passé. Donc c'est vrai que non seulement il y a une résistance, mais il y a aussi un certain révisionnisme. Et c'est peut-être, il faut trouver peut-être le moyen pour dépasser cette question. Je ne voudrais pas ouvrir un front de polémique. Je dis juste un mot, ensuite je cède la parole sur l'épisode, le rapport de Benjamin Stora. Monsieur Père Monsad regrette, c'est tout à fait normal et je le comprends, parce que le travail de Benjamin Stora a été un pas en avant pour essayer d'aller vers une histoire plus ou moins apaisée sur une tragédie commune. Or, et moi je parle en tant qu'Algérien, et je ne me situe pas du tout du point de vue de Benjamin Stora, je l'ai lu ce rapport. Et ce, à titre personnel, et là c'est subjectif, ce qui me fait réagir, c'est l'emploi de certains mots. J'ai le plaisir de dire que le français a été notre butin de guerre, et il me semble qu'il y a beaucoup d'Algériens qui maîtrisent et qui connaissent et qui arrivent à surfer dans les nuances du français. Quand Benjamin Stora parle de querelles incessantes entre Français et Algériens, moi je trouve que le mot est vraiment inopportun, incongru. Il ne s'agit pas de querelle incessante. Cette expression, on pourrait l'appliquer pour deux voisins qui se chamaillent pour un coq ou un chien qui aboie à des heures indues, ou pour une clôture mal entretenue entre les deux. Querelle incessante. Il ne s'agit pas de querelle incessante. Pas du tout. Et c'est pour ça que beaucoup d'Algériens, et je pense ne pas me tromper en le disant, ne se sont pas reconnus dans ce travail, parce que quelque part il y a un travail insidieux qui essaie de mettre sur le même pied d'égalité, une main sur le même pied d'égalité, colon, assassin, criminel, celui qui a gazé, celui qui a tué, celui qui a fait disparaître des tribus entières et des Algériens. Pas du tout. Pas du tout. Bon, je ne vous passe ce volet de polémique. J'ai réagi en tant qu'Algérien qui a lu ce rapport et qui ne se reconnaît pas du tout. Comme de toutes les façons, son documentaire sur la déchirure. Je me soutiens vraiment, j'ai pris mes réserves, et j'ai parlé d'ailleurs à Benjamin Stora sur ce documentaire, pas du tout. Sa façon de présenter les choses. On a l'impression que, d'ailleurs il le dit quelque part, à la sauvagerie des Algériens répond la répression brutale et aveugle des Français. On a l'impression que c'est toujours l'Algérien
qui agresse, qui tue. Et quand il parle de ce qu'ont fait les Algériens, il prend soin de décrire dans le menu détail des Français émasculés, des Français écharpés au couteau. Même Massu a dû, on a utilisé le couteau pour faire croire que c'était des Algériens. Ça veut dire, on commence d'abord par l'Algérien dans sa sauvagerie. Et je suppose que nos amis historiens ont lu cette lettre qu'on retrouve un peu partout de ce militaire français en 1845, quand il envoie une lettre à ses parents pour leur parler de ce qu'ils ont découvert quand ils ont enlevé les fagots des grottes de Dahra. Essayez de lire ce moment. Ce mot, il est très intéressant. Et il commence par dire, quand on a enlevé, on a découvert des pattes, des bêtes, des ânes, des animaux, des chevaux, des chiens, des moutons, et ici en dernier, et des hommes, et des êtres humains et des enfants. Même dans sa structure mentale, l'Algérien en tant que tel n'existait pas en tant qu'être humain. Il a commencé par citer des animaux pour terminer sur les enfants. Voilà peut-être cette cellule inconsciente dans laquelle se trouve un certain nombre de Français, fussent-ils intellectuels ou spécialistes dans l'histoire. Je dis que certaines personnes qui ont un parcours scientifique honorable, respectable, qui méritent et qui maîtrisent leur domaine, leur science s'arrête aux portes de l'Élysée. C'est une science mais qui s'arrête. Et c'est pour ça que moi je ne regrette pas que les Algériens aient pris leur distance par rapport à ce rapport.